Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire consacré au retour d'expérience sur le télétravail dans la fonction publique. Alors, on va se présenter. Manon. Oui, bonjour à toutes et tous. Manon Queuche-Bessard, je suis chargée de mission à l'ANACT au département expérimentation. Et Édouard Robin, chargé de mission à l'ANACT au département élaboration des solutions de transfert. Alors merci, vous êtes une cinquantaine en ligne cet après-midi pour ce premier webinaire d'une série de 3 rendez-vous sur la prévention et la qualité de vie au travail, spécialement dans la fonction publique en lien avec la collaboration avec la MGEN. Donc premier webinaire aujourd'hui sur le REX et 2 autres webinaires dans les semaines à venir sur la négociation dans la fonction publique et les démarches QVT. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Comme d'habitude, on aura un temps d'échange et de questions-réponses au cours et on répondra aux questions qui seront posées par le chat. Et on aura aussi des sondages pour vous donner un peu la parole pendant la présentation. Alors, au programme du jour, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter comment l'ANACT aborde la question du retour d'expérience, quelle méthodologie on a pu développer, expérimenter et mettre en œuvre à partir d'exemples concrets menés dans la fonction publique. Vous proposer donc un cadrage, des outils méthodologiques, pouvoir en discuter aussi via un peu le chat et répondre à vos questions et vos attentes. Alors, pour commencer, comment on a abordé le REX comment on a abordé le REX à l'ANAC, le temps que la présentation se mette en place? Alors, on se situe finalement à l'intersection d'autres approches que vous connaissez peut-être, ou sûrement, et le retour d'expérience s'inspire un peu de ces différentes approches. Les espaces de discussion sur le travail, sujet qu'on a abordé longuement à l'ANACT, qu'on aborde encore. La question des analyses de pratiques professionnelles venues d'autres univers d'intervention. Évidemment, le lien avec les pratiques de retour d'expérience dans l'industrie, plus souvent appelées RETEX, qui sont des démarches très cadrées et très en lien avec des approches plus d'ingénieurs sur des situations d'accident notamment, qui nous ont aussi inspiré en partie la méthodologie. Il y a évidemment des liens avec la formation en situation de travail, parce qu'on va voir en quoi le retour d'expérience est aussi un moment d'apprentissage et comment ça peut venir nourrir la formation en situation de travail. Les approches d'évaluation des risques professionnels, parce qu'à l'instar d'un certain nombre d'autres méthodologies qu'on propose, ce qui est au cœur de la démarche, c'est la discussion sur le travail, et finalement, ça vient aussi nourrir des pratiques de prévention et d'autres approches un peu plus peut-être lointaines, on va dire. Le co-développement, notamment managérial, pour la mise en discussion de situations problématiques de travail et qui peuvent permettre des pratiques réflexives. Et enfin, des récits sur le travail qui vont être finalement des récits, on va dire, une forme écrite aussi de retour d'expérience. Donc, on a construit la méthodologie de retour d'expérience en s'inspirant et en étant béni de ces différentes approches, mais on en a quand même essayé d'en faire une démarche spécifique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, nous, ANACT, par le REX? Une démarche d'analyse qui se joue collectivement, qui porte sur le travail collectif et qui se joue aussi au niveau individuel et donc qui va embarquer à la fois les collectifs de travail et aussi poser question aux individus. Donc, pour s'intéresser directement aux individus et aux collectifs, on se centre sur les situations de travail concrètes et important, et on va le voir dans les phases de cadrage, de se concentrer sur des situations de travail très concrètes et des éléments factuels, et on va voir pourquoi c'est important. C'est important aussi pour garantir et favoriser des espaces d'expression, voire de parole libre ou libérée, on va voir en quoi, et comment on construit ces espaces d'expression. Et au-delà de faire du REX ou voilà, des pratiques réflexives dans les organisations, c'est aussi un outil donc d'apprentissage, ce que j'ai dit tout à l'heure, tourné vers l'action. Le but, c'est aussi que ça puisse porter des actions d'amélioration, d'ajustement ou de réorientation de certaines organisations. Donc ça situe, donc les objectifs du REX sont ceux-là, à l'articulation finalement du dialogue professionnel, donc du dialogue au sein des équipes, du dialogue entre le manager et son équipe, sur des problématiques de travail, des problématiques techniques, d'organisation du travail, de conditions de travail, à l'articulation aussi avec ce qui se fait côté dialogue social et notamment le rôle du CHSCT. Et
important de penser le REX dans cette double articulation, qui vient donc finalement permettre de venir nourrir le dialogue social d'un côté, en s'appuyant sur le retour terrain, et organiser et cadrer des retours terrain à partir notamment d'attentes du dialogue social. Alors, évidemment, la crise, l'explosion du travail à distance et des pratiques telles qu'on peut le faire aujourd'hui, nous amène aussi à penser de pouvoir faire ces REX et ces animations de groupe de travail aussi à distance. Ce n'est pas sans poser question, mais en tout cas, il y a aussi une expérimentation qui est possible dans ce cadre-là. Alors, quels objectifs on peut donner à un REX, et finalement, pourquoi une organisation va chercher à mettre en place? On a identifié 2 grands pavés finalement d'objectifs. Tirer les enseignements d'une situation passée, donc développer un regard un peu rétrospectif sur ce qui vient de se passer. La crise a été un peu un révélateur là-dessus, mais c'était déjà bien le cas bien avant. Comment on va se retourner un peu sur ce qu'on a vécu pour évaluer l'efficacité et la pertinence d'une organisation qui a pu être mise en place à un moment donné, par exemple, pour aussi identifier ce qui a pu fonctionner et les pérenniser, pour aussi tirer le bilan de certains fonctionnements et les améliorer, et pour aussi, et c'est un moment important parce que c'est un travail collectif, c'est de valoriser l'engagement des équipes dans notamment le vécu de situations délicates. Ça a été le cas, notamment, on peut penser à la mobilisation des équipes soignantes pendant les crises, par exemple, ou des mobilisations d'acteurs au service du public pendant la crise, et finalement, prendre le temps collectivement de discuter de ce qui s'est passé, c'est aussi valoriser cet engagement-là pour tirer les enseignements et voir ce qui a pu bien fonctionner. Mais il ne s'agit pas juste de se regarder le passé, c'est aussi un apprentissage pour l'avenir, pour identifier des nouvelles pratiques qui manqueraient, se préparer à d'éventuelles futures périodes de crise, et aussi créer des références communes, au moins temporaires, sur les modes de travail ensemble. Et finalement, c'est réfléchir à comment on a construit ensemble des réponses aux problématiques qu'on rencontrait, on va dire, dans le dur du travail, dans le travail réel, et comment on a construit des réponses ensemble à ces situations pour pouvoir aussi les dépasser et poursuivre le travail. Alors, fort de ces premiers éléments de définition du REX, et je le répète, selon un peu l'approche ANACT, on va vous ouvrir deux sondages pour, il y a 2 questions que je vais ouvrir tout de suite, donc qui apparaissent. Alors, hop. Alors, on peut pas. La première question, c'est: est-ce que vous avez, vous, dans vos structures, déjà mis en place une démarche de ce genre de REX, ou est-ce que c'est prévu de le faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Et la deuxième question va être: sur quel objet vous avez pu, vous pensez que cette démarche puisse être utile? Sur quelle question de travail ça puisse être. Donc là, la première question est ouverte, et je vais ouvrir aussi la deuxième. Je pense qu'elles ne sont pas très difficiles, on peut y répondre assez rapidement. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat s'il y a des remarques. Alors, le temps que ça se mette en place, au niveau des réponses, alors on va avancer un peu sur la méthodologie, et on prendra les réponses en cours de route. Alors, avant de présenter l'exemple concret avec la participation de Manon, juste vous présenter un peu une version synoptique finalement du processus de la démarche de retour d'expérience telle qu'on la propose. Démarche qu'on a découpée un peu en 5 phases, qui ne sont pas nécessairement des temps uniques à chaque phase, il faut bien l'entendre aussi. Des fois, certaines phases peuvent nécessiter plusieurs répétitions. Donc on a plutôt appelé ça phase que séquence, par exemple. Donc un processus en 5 phases qu'on va détailler après. Une première phase de cadrage, et sur lesquelles on va revenir, et vraiment qui est la première marche fondamentale, et qui peut totalement aussi se passer dans le cadre d'une instance de pilotage, on est aussi dans le cadre d'une gestion de projet, de comment on va mener ce REX à bien. Et 3 phases d'action concrète du REX qu'on a donc appelé partager, analyser et construire, sur lequel on reviendra. Et puis enfin, la phase de plan d'action et de construction du plan d'action à l'issue de ce travail de REX. Alors, juste pour voir côté sondage, est-ce que je l'arrête? On arrête. Hop. Fermer les votes. Alors,
Donc il y a eu, vous êtes 2 tiers à ne pas avoir mené de REX dans votre structure, et un tiers déjà mené, enfin près de plus de 28%, près de 28%. Et sur les autres sujets, sur quel objet pensez-vous qu'il est utile de faire cette démarche? Alors effectivement, vous êtes près de la moitié à penser au travail à distance, mais également la prévention des risques, et les relations avec également les relations avec le personnel et les usagers. Donc effectivement, on voit bien, et c'est aussi ce que nous on observe dans nos interventions, que le travail à distance et la mise en place du travail à distance, notamment dans la fonction publique, est un objet très intéressant pour venir poser les questions d'organisation du travail, d'aide, comment on vient, le travail à distance et le télétravail vient réinterroger nos organisations, et finalement l'intérêt de prendre le temps de réfléchir à comment on a vécu ou comment on a mis en place pour pouvoir effectivement assez vite améliorer le télétravail. Alors, on va détailler, je vais présenter d'un point de vue théorique le cadrage, on va dire, et puis Manon va nous présenter comment ça s'est mis en place dans différentes interventions. Alors, le cadrage, c'est vraiment euh, un temps essentiel pour sécuriser la démarche et pour embarquer tous les participants. Le REX repose évidemment sur une démarche volontaire, et il y a un certain nombre de pièges à éviter ou à anticiper, et c'est vraiment dans cette étape de cadrage qu'il faut se donner le plus de chances possible pour éviter de tomber dans les pièges. Donc cette phase de cadrage, c'est aussi le moment pour vous de construire avec les participants la méthodologie, et valider, et tout le monde, s'assurer que tout le monde suive. Donc s'assurer qu'on a les moyens disponibles, que les gens peuvent être mis, que sont bien disponibles pour venir participer au groupe de travail, qu'on se donne le temps et les délais nécessaires pour le faire, un temps raisonnable. On reviendra dessus. Qu'on ait pu construire collectivement et avec une instance de pilotage paritaire, de préférence, qu'on ait pu finalement acter la finalité du REX. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Qu'est-ce qu'on va chercher à interroger? En sachant qu'on va potentiellement aussi lever des questions délicates ou douloureuses, et qu'il faut être prêt à les entendre et à les mettre au travail. Et que ce cadrage, c'est aussi le moment où on va définir les messages clés pour embarquer les personnels concernés. Du coup, le cadrage, il sert vraiment à sécuriser la démarche, avec deux points. En premier lieu, sécuriser le cadre de la démarche en fixant un cadre précis et que les objectifs soient clairs pour tout le monde et partagés. Qu'on soit au clair sur comment on va animer ces séquences de travail, parce qu'il y a souvent des questions qui se posent là-dessus, comment on va formaliser aussi. Est-ce qu'il y aura des traces écrites? Est-ce qu'il y aura des traces audio? Est-ce qu'il y a des images? Voilà, pour que tout le monde sache dans quel cadre on va jouer. Et puis, le cadre aussi de ce qui va se jouer en aval de ce REX-là, c'est-à-dire pourquoi on le fait, comment vont être traitées finalement les propositions qui vont émerger de ce retour d'expérience, pour pas que ça devienne de lettres mortes, et donc s'assurer que les gens aient bien conscience de travailler et que leur travail va être utile, et comment aussi on prévoit dès le début, dans le cadrage, comment on refait le lien avec les instances du dialogue social. Le moment du REX, c'est pas ne doit pas venir parasiter les instances, mais il est important de bien penser comment on retourne à un moment donné dans les instances, notamment de dialogue social et de CHSCT. Alors je vois qu'il y a une question il y a plusieurs questions, on va juste en prendre une avant de passer à l'exemple. Plus possible d'envisager un REX sur le télétravail classique. Alors, effectivement, plus que sortie de crise, on va en parler. Ça va être le cas notamment dans les exemples. J'espère que ça répondra à la question de Catherine. Manon? Oui, tout à fait. Alors, donc, vas-y, tu as mis en place une démarche de REX, plusieurs démarches de REX. Absolument. Du coup, l'idée, c'était aussi de pouvoir illustrer par des cas concrets un peu dans lesquels on a expérimenté justement les retours d'expérience, avec 2 exemples qu'on déroulera en 2 parties. Une partie vraiment sur le cadrage, et puis ensuite sur la suite de la méthodologie, on continuera à illustrer à travers ces cas-là. Premier exemple, c'est le cas d'une direction régionale d'un ministère avec environ 1500 agents,
À l'époque, quand on arrive dans cette direction régionale, il y a déjà des travaux qui sont engagés sur les nouveaux modes de travail et en particulier sur le télétravail, le management à distance en période de crise sanitaire. Donc il y a déjà quelques premiers retours par le biais de témoignages et de questionnaires qui ont été menés par la direction d'une part et les organisations syndicales d'autre part, qui posent la question des conditions de travail des agents et des encadrants en télétravail contraint à domicile pendant la crise, mais avec l'objectif aussi étant donné qu'à l'époque, il y a déjà dans les tuyaux un accord télétravail en discussion, la question se pose aussi de tirer en fait les enseignements de ce télétravail contraint pendant la crise afin de penser la pérennisation de l'accès au télétravail pour demain. Et donc, certes, en sortie de crise, entre guillemets, si on peut se permettre de le dire comme ça, mais surtout aussi pour le penser de manière pérenne en dehors d'un contexte de crise sanitaire. La particularité de cette direction régionale, c'est qu'on est aussi sur des collectifs étendus avec beaucoup de mixtes présentiels, distanciels et puis sur des sites différents potentiellement avec des collectifs étendus au sens justement de potentiellement des agents qui font partie du même service mais qui en présentiel ne seraient pas situés au même endroit. Des métiers aussi nomades qui peuvent être amenés à se déplacer et qui d'une certaine manière, travaillent déjà plus ou moins à distance, pas nécessairement en télétravail à domicile, mais à distance, et qui posent aussi des questions, et ça c'est déjà remonté à ce moment-là, de l'organisation du travail, de l'animation aussi des équipes, et surtout de la communication entre les managers, les encadrants et leurs équipes, mais aussi entre les agents. Et donc, l'objectif de ce terrain-là, c'est à ce moment-là, de tirer les enseignements du télétravail contraint pour préparer l'après. Donc, on s'accorde sur un objectif global qui est de construire et d'expérimenter des actions d'amélioration des conditions de travail avec le télétravail à partir de ces travaux déjà réalisés. Et en termes de cadrage, puisque c'est là-dessus qu'on voulait appuyer, on a construit avec le comité de pilotage une structuration du projet et pour ça, on appuie là-dessus parce que c'est important de pouvoir le discuter de manière paritaire puisque c'est ce qu'on porte aussi dans le réseau particulier. Et de fait, on s'accorde déjà sur la composition du comité de pilotage avec 4 représentants de la direction, 4 représentants des organisations syndicales et 4 représentants des acteurs de prévention. Et donc, avec un paritarisme respecté qui permette aussi de mettre en débat l'ensemble de la démarche depuis le cadrage et jusqu'aux résultats et actions à mettre en œuvre. L'objectif et surtout le rôle de ce c'est de décider, de suivre et de discuter la démarche et les actions proposées, mais aussi de piloter et de soutenir cette démarche. Et donc, à ce titre-là, c'est parce qu'on passe par cette phase de cadrage qu'on s'accorde aussi sur comment on va pouvoir soutenir aussi cette démarche. Le deuxième espace qui va être ouvert aussi, c'est les ateliers de travail, puisque comme l'expliquait Édouard, dans le processus, le retour d'expérience, il part du travail, il part de discussions sur le travail. Et donc, on constitue des groupes de travail que là, on a appelé ateliers de travail, qui auront l'objectif d'analyser, d'approfondir et de compléter les matériaux qui ont déjà été recueillis par la direction et les organisations syndicales. Et donc, on est sur le concret du retour d'expérience et ces ateliers de travail qui vont faire ce retour d'expérience et qui auront aussi un temps pour proposer des actions concrètes à l'issue de ces retours d'expérience. Pour ça, on a constitué 3 groupes d'agents et 3 groupes d'encadrants, ce qui fait environ 26 volontaires côté agents et 19 volontaires côté encadrement. Tout ça est constitué
Tout ça nourrit aussi un certain nombre de retours aux instances du dialogue social et en particulier du CHSCT qui suit la démarche et donc qui est composé par ailleurs aussi de membres de la direction, des organisations syndicales et des acteurs de prévention, mais de manière nettement plus élargie. Et donc, c'est pour ça aussi que dans la phase de cadrage, on s'accorde sur un comité de pilotage un peu plus restreint. C'est parce que dans cet objectif de décision et de portage de la démarche, et du coup, avec des discussions qui ont pour objectif aussi de trouver des compromis, de restreindre un petit peu le nombre de personnes autour de la table et facilitant. Et donc, très globalement, en termes de calendrier, le deuxième point de décision important avec le comité de pilotage une fois constitué, c'est comment va se dérouler un petit peu ce travail. Donc, on a démarré les premiers échanges courant avril et on a terminé la phase de retour d'expérience au mois d'octobre. Et donc, très globalement, on a construit les ateliers, la méthodologie d'animation avec le comité de pilotage, ce qui a du coup constitué cette grande phase de cadrage, à la fois le fait de périmétrer, de valider le cadre, les objectifs et la méthodologie. Et une fois ça terminé, de pouvoir lancer ces 3 ateliers d'agents et 3 ateliers d'encadrants avec 3 sessions d'une demi-journée avec un temps de restitution au comité de pilotage et au CHSCT courant septembre-octobre aussi, une fois les matériaux analysés. Tout ça nous a permis et est encore en cours de construire des actions et du coup de constituer un plan d'action pour aller vers l'expérimentation, parce que dans le cadrage, on s'accorde aussi sur le fait que le retour d'expérience doit aussi pouvoir apporter un certain nombre d'actions concrètes par la suite et pas laisser en suspens la parole qui a été recueillie aussi par ailleurs. Deuxième exemple, donc là, c'est un centre interministériel qui compte environ 400 agents. Contexte assez similaire, on est en pleine période de crise et le télétravail se déploie de manière massive auprès d'agents qui n'ont pas de pratique du télétravail habituellement. Du coup, c'est une modalité d'organisation du travail nouvelle et qui pose un certain nombre de questions, mais avec des retours plutôt positifs et des demandes de télétravail réglementaires qui augmentent. Donc, l'objectif là aussi, c'est de tirer les enseignements du télétravail contraint pour aller vers un télétravail pérenne. La singularité qui est similaire mais beaucoup plus marquée ici, c'est le fait qu'on est aussi sur un collectif étendu avec des prestataires de services aussi qui travaillent quotidiennement avec les agents, mais qui sont pour beaucoup sur d'autres sites. Et donc, qui pose aussi cette question de la communication entre les équipes qui ne se voient plus du tout. Donc, l'objectif, c'est de réaliser des retours d'expérience pour, d'une part, valoriser et capitaliser sur les pratiques. Donc là, on est dans le retour d'expérience pour tirer les enseignements, mais aussi apprendre de ces expériences pour penser la pérennisation de cette nouvelle modalité d'organisation du travail. Et là, ce qu'on n'a pas fait sur le terrain, l'exemple précédent, c'est que là, on associe aussi des ressources internes à la co-animation de ce retour d'expérience. Donc, on pense aussi la question de la montée en compétences de ressources internes à l'organisation pour que ces temps-là puissent aussi être pérennisés. Donc, au-delà de pérenniser le télétravail, il y a aussi un enjeu à pérenniser le retour d'expérience comme un espace de discussion pérenne d'apprentissage pour l'organisation. De ce cadrage-là premier qui est discuté avec la direction, il y a des points de vigilance et des principes incontournables qui sont importants à noter, notamment pour la direction et qui donc font l'objet aussi d'un cadrage, ce qui n'était pas nécessairement le cas sur le premier exemple. Mais là, il y a eu besoin pour
la direction de réinsister, d'insister assez fortement sur le fait que la démarche de retour d'expérience telle qu'elle est portée à ce moment-là ne doit pas être un temps de traitement des situations individuelles, mais bien un temps d'analyse collective dans une visée d'amélioration. Donc on appuie sur ce point, c'est un point de vigilance qui est fortement noté par l'assistant de prévention qui co-anime avec nous, mais aussi la direction, qui porte aussi un point de vigilance sur la charge de travail que ça peut engendrer à la fois pour les animateurs et pour les agents, que de participer à ces temps-là. Et le dernier principe incontournable qui est bien installé et fortement appuyé aussi, c'est le fait de pouvoir informer le CHSCT de l'avancée de la démarche et des principaux résultats. Tout simplement parce que dans ce centre interministériel, il n'y a pas de représentant du personnel. Et donc, pour le cadrage paritaire, c'est assez compliqué de pouvoir constituer un comité de pilotage digne de ce nom, comme on peut le faire dans l'exemple précédent. Donc, par contre, on s'accorde sur le principe d'informer régulièrement le CHSCT qui a dans son périmètre ce centre interministériel. Et donc, en termes de méthodologie, dernier point de cadrage, on constitue 2 groupes de travail plurimétiers de 8 agents maximum pour nous permettre d'animer correctement ces temps-là, que chacun ait le temps de s'exprimer et puisse s'exprimer. On a réalisé une animation en visioconférence et audioconférence. Donc, tout le retour d'expérience s'est mené à distance, avec 2 heures maximum par session. Dans l'exemple précédent, on a pu faire du présentiel. Et là, on se permettait d'y passer un peu plus de temps et de prendre réellement une demi-journée. Quand on est en modalité de visioconférence, au-delà de 2 heures, c'était très compliqué. Donc, on a réduit les temps. Par contre, on en a fait un petit peu plus. Au final, on se retrouve aussi sur 3 demi-journées environ, mais toujours avec des sessions uniquement de 2 heures et puis des travaux d'intercession individuelle pour que les agents puissent, entre chaque session, qui était espacée d'environ 3 semaines, pouvoir continuer à être dans la réflexivité que demande le retour d'expérience, en réfléchissant à des situations, en les analysant avant les sessions, et ça permettait d'être du coup de rentrer dans le vif du sujet plus facilement dans les 2 heures qui nous étaient imparties, et puis aussi de garder un fil rouge commun et qu'on ne s'oublie pas d'une certaine manière entre chaque session. Comme je vous le disais, il y a eu une co-animation avec un co-animateur interne, ce qui nous a permis aussi de le faire monter en compétences par la même occasion, en lui présentant la méthodologie, et puis il participait aussi avec nous à la co-animation. C'est quelqu'un qui connaît les métiers, etc. Donc c'était très aidant aussi pour aller plus finement dans l'analyse des situations. Et puis, ont été décidés aussi au niveau du tout petit comité de pilotage, les modalités de retour et de formalisation et de retour vers le CHSCT et le comité de direction avec des livrables très spécifiques. La frise chronologique qui reprend un petit peu ce que j'évoquais, des travaux d'intercession entre chaque étape et puis des réunions de groupe de travail de 2 heures avec une phase de cadrage en amont et une phase de clôture en aval. Merci Manon. Et alors, on a insisté aujourd'hui beaucoup sur cette phase de cadrage et on voulait vous donner des exemples de concrètement comment on avait pu les mettre en place et tout ce que ça demande de construire. Alors effectivement, s'il y a des enseignements à tirer de ces 2 exemples aussi, c'est vraiment l'importance de cette phase de cadrage pour se donner les moyens, une fois qu'on est dans les entretiens, dans les ateliers de travail, les groupes collectifs, d'être serein à la fois pour l'animation et à la fois pour les participants. Serein qu'on est dans un cadre qui ne va pas servir à chercher la culpabilité ou la responsabilité des uns, que la parole sera entendue et sera aussi utile à la construction derrière. Et ça a nécessité, du coup, ce que Manon a présenté comme
association des acteurs, des différents acteurs, que ce soit direction, organisation syndicale, acteurs de la prévention, voilà, dans des organisations de tailles différentes, mais quand même conséquentes. Alors, voilà, vraiment, on insiste sur cette phase de cadrage. On va quand même vous présenter aussi une proposition. Alors, c'est des propositions d'outils d'animation finalement de ces ateliers de travail qui doivent faciliter finalement à la fois l'identification de situations qu'on veut analyser et le partage d'un récit commun, enfin commun, euh, le partage des analyses et des points qu'on veut euh, euh, vraiment traiter dans le groupe. Alors, sur une phase, notamment, alors ça avait été, on a renforcé nos outils au moment de la crise, mais la question était adressée. Effectivement, il ne s'agit pas seulement de poser la question quand il y a des cas de crise. Le REC, ce n'est pas un outil de gestion de crise, mais plus un outil d'enseignement. On propose voilà, recours à cette frise chronologique, une frise qui pose plusieurs questions et qui permet au collectif aussi, qui est réuni dans les entretiens, de partager sur le vécu d'une période passée. Donc il y a déjà un enjeu à savoir de quelle période on va parler. Est-ce que c'est une période associée à une question de crise, ou est-ce que c'est la période, par exemple, sur la mise en place d'une nouvelle organisation, ou voilà, sur une période. Donc il y a borné de quelle période on parle, le début et la fin. Donc parfois quand les crises durent ou ne s'arrêtent pas, c'est plus compliqué, on est obligé d'attendre un petit peu. Donc borner un peu le temps pour s'entendre collectivement sur de quelle période on va parler, et puis penser la période à différents niveaux. Alors je vais commencer par le bas. C'est l'occasion de revenir individuellement sur comment j'ai vécu la période. Et très concrètement, hein, on peut exprimer le ressenti que j'ai pu vivre sur une période difficile. Alors là, effectivement, c'est ciblé pour une période de crise, mais où l'individu ressent une période de surcharge à partir d'un moment et peut pointer les événements qu'il ressent au niveau individuel. On remonte après, ou on élargit au niveau du collectif de travail en pointant les événements et les moments de la vie du collectif qui sont venus finalement marquer pendant la période ce qui s'est passé au niveau du collectif de travail. On a pu instaurer des réunions hebdomadaires à distance, par exemple, ou on a pu instaurer un jour changer un mode d'organisation du travail à partir d'un moment sur la période. Ou constater qu'il y avait des difficultés qui s'inscrivaient un peu qui étaient pointées par le collectif. Donc collectivement, voilà, on reconstruit l'histoire de la période questionnée. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi le penser un peu plus largement au niveau de l'entreprise, au niveau aussi voilà, de l'administration. Qu'est-ce qui est venu de la structure? Qu'est-ce qui est venu comme événement finalement poser le calendrier? L'entreprise a connu ou la structure a connu un événement marquant, ou la mise en place ou l'annonce d'un projet, par exemple de restructuration, qui se met en place à une date précise, etc. Donc c'est l'occasion par ce calendrier de replacer le contexte du vécu individuel et collectif dans le contexte de l'entreprise, et aussi et là, on a évidemment tous en tête la situation de Covid, mais ça peut être une autre. Les événements extérieurs qui ont pu venir déterminer finalement l'histoire vécue. Ça peut être des actions voilà, une contrainte extérieure, une crise économique, une crise écologique. Un événement qui est venu déterminer un peu, et plusieurs événements qui sont sur la période venus impacter concrètement l'activité et l'organisation du travail. Donc ça, c'est un premier outil pour permettre finalement au groupe de travail de commencer à se poser la question de quelle période on parle et de quelle expérience finalement on va avoir le retour. Ça permet aussi d'identifier des situations plus ou moins plus particulièrement marquantes, pardon, pour identifier les points qui ont fait nœud, les moments qui ont fait nœud dans cette expérience-là, et qui vont être peut-être les sujets à déplier et à analyser collectivement. Et du coup, pour ça, on a un autre, on a un outil aussi d'analyse qui repose sur
un modèle que peut-être vous connaissez puisqu'il est présent dans d'autres, approches de l'ANACT, un modèle voilà, qu'on a appelé, C2R, donc contraintes, ressources et régulation. C'est-à-dire qu'à partir de l'analyse d'une situation, d'un événement marquant, pour le collectif de travail, qu'il soit intermétier ou plurimétier, c'est d'identifier finalement, qu'est-ce qu'a fait contrainte, et qu'est-ce qu'a fait ressource. Qu'est-ce qu'a fait contrainte? C'est-à-dire qu'est-ce qui est venu, nuire à l'activité, nuire à l'organisation du travail, nuire aux relations individuelles. Qu'est-ce qui a rendu le travail difficile finalement? D'en analyser les causes aussi, de ces contraintes-là, d'où ça vient, et puis aussi d'analyser les ressources. C'est-à-dire qu'est-ce qui a facilité le travail? Qu'est-ce qui a rendu, finalement, l'activité possible pendant cette période-là, face à cette situation marquante-là? Qu'est-ce qui était disponible? Et au milieu de ça, les régulations, vous l'avez vu, c'est comment on s'est débrouillé concrètement, comment on s'est adapté, comment on a dû faire évoluer, c'est aussi le moment de pointer quelles régulations ont eu lieu, puis celles qui n'ont pas eu lieu, celles qui ont été, défaillantes. Et d'analyser finalement, à partir de cette régulation-là, c'est de faire sortir, comment collectivement on s'est débrouillé, dans, la période, qu'on souhaite analyser. Et donc dans cette phase d'analyse, l'idée c'est de pouvoir, après, commencer à, collectivement, après avoir construit un récit, partagé un récit et avec la prise chronologique, partager, construit collectivement une analyse de qu'est-ce qu'a fait contrainte, qu'est-ce qu'a fait ressource, d'identifier par les régulations, finalement comment on s'est débrouillé, identifier, parfois cette régulation, ça a été l'occasion, d'identifier des nouvelles pratiques, intéressantes qu'on veut garder. Voilà, on peut avoir le télétravail en tête. Finalement, on a réalisé qu'il y avait un certain nombre d'activités qui étaient télétravaillables, et qui étaient plus efficaces de faire en télétravail. Donc, ça, on peut le garder, cette organisation du télétravail. Par contre, on peut aussi pointer ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire, par exemple, on a constaté, alors je prends le cas très concrètement à l'ANACT, on a constaté qu'on ne voulait plus de visio de 3 heures au bout d'un moment, quand on a analysé un peu ce qui s'est passé pendant notre période, et que institutionnellement, on a acté que voilà, on limitait le temps de visio consécutive à 2 heures parce que voilà, psychiquement, c'était trop compliqué. Alors qu'il a fallu un petit peu de temps quand même pour nous en rendre compte. Donc voilà, c'était aussi des mesures simples. Qu'est-ce qu'on va identifier comme pratique qu'on a élaboré pendant la période, qu'on a mise en place, de façon parfois aussi un peu improvisée, mais qui nécessiterait qu'on améliore, qu'on fasse un peu autrement. Ce que je disais sur les visios notamment. Et qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau à partir de ça? Et puis c'est important alors de pointer encore 2 choses. Le REC, c'est un moment où on discute, et c'est pas forcément un moment où on est tous d'accord, et donc il y a des choses aussi qui peuvent faire débat. Les points de vue peuvent diverger. C'est important aussi de pouvoir se le dire qu'on n'est pas forcément d'accord sur le constat d'un certain nombre de points, et qu'il y a des choses qui peuvent faire débat et qui pourront être retravaillées plus tard ou dans d'autres espaces. Donc au-delà de qu'est-ce qu'on veut garder, et qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, ou qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer, finalement, se pose aussi la question de qu'est-ce qu'on en attend de ça? Quels effets on veut, en termes de performance, en termes de qualité de service, en termes d'efficacité de l'organisation? Qu'est-ce qu'on attend de garder telle pratique ou de la cesser ou de l'améliorer? Et quels effets on en attend aussi sur la santé? C'est important de pouvoir articuler les 2, notamment dans le cadre de démarches qualité niveau travail, de vraiment penser ces actions d'amélioration, ces ajustements à l'organisation du travail, elles vont avoir des effets d'efficacité, elles vont aussi avoir des effets, pour la santé. Et après, alors on retombe sur nos pattes assez facilement, de plans d'action. Voilà, c'est de la gestion de projet finalement après, comme, on pouvait l'avoir, dans toutes les autres démarches. Mais les actions finalement remontent du terrain, partent de l'analyse du travail, réel, et viennent, s'ancrer sur, des problématiques traitées collectivement, et l'analyse aussi, traitée collectivement. Alors, je vois que le temps passe, vite. Heu Je vois qu'il n'y a pas trop de questions dans le chat, donc j'en profite. Donc, en rappel, finalement, le REX, vous l'avez vu, c'est une démarche exigeante, hem, en termes de temps, et aussi en termes d'investissement, on va dire, moral et psychique parfois, et collectif. Donc, c'est pas forcément nécessaire de se focaliser sur, une question sanitaire, mais c'est important de pouvoir élargir cette question-là.
Il faut s'assurer que la méthodologie soit commune. On va faire appel à l'évocation d'événements passés et finalement, parfois ça peut être des souvenirs douloureux, ça peut être des souvenirs qui ne sont pas partagés, ça peut être des souvenirs qui peuvent être source de qui ont pu générer des tensions, des conflits ou des remises en cause. Il ne s'agit pas de venir du coup chercher la culpabilité des uns ou des autres, mais que les participants s'engagent à un exercice intellectuel, d'honnêteté intellectuelle. L'idée, c'est de pouvoir exprimer ce qui s'est passé avec aussi les dysfonctionnements, d'où l'importance du cadrage, on revient dessus. Et donc, du coup, le REC, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un outil de gestion de crise, parce que comme on vient réinterroger le passé, il y a quand même un risque de susciter, voilà, parfois de remuer un peu des choses, des choses douloureuses. Et donc, on préconise plutôt de le faire dans dans des organisations, on va dire, tièdes et pas en situation brûlante, pour pouvoir avoir le temps et l'espace disponible pour pouvoir mener à bien ces démarches réflexives, quelque part, dans un contexte serein et pas dans l'urgence, ouais, donc pas forcément la condition la plus facile à réaliser. Voilà, donc en clair, tenir le cadre de la démarche, s'engager à programmer des actions concrètes et puis le message clé qu'on veut passer aussi, c'est que les démarches de REX s'inscrivent comme pratique récurrente, de faire de la réflexivité, et on répondra à la question d'Isabelle, de faire de la réflexivité un outil de travail, une pratique plus régulière dans les organisations pour faire remonter les questions de travail réel. Et c'est vrai qu'un tiers intervenant, alors la question peut se poser dans la fonction publique, un tiers externe ou un tiers interne aussi. On peut penser aux acteurs de prévention, on peut penser voilà, à la question de qui peut animer ces séquences-là. Mais ça fait que ça facilite la mise en œuvre de la démarche, justement parce que quelqu'un d'autre vient écouter ce qui se passe et on sort parfois de confrontations douloureuses. Alors, je vais lancer donc le dernier petit sondage de la journée, de la séquence. Donc, est-ce que ça vous semble réaliste d'organiser telle démarche dans vos structures? Là, c'est une question qu'on vous pose juste aussi pour savoir. Donc, vous pouvez répondre dans le chat directement. Et quelles questions ça vous pose aussi? Alors, je reprends les questions un peu dans l'ordre. Telles qu'elles sont venues. Alors, l'approche réflexive chez les participants, là, elle est tenue, et Manon, n'hésite pas à répondre aussi. Elle est tenue aussi par finalement les outils qui vont permettre l'expression sur le travail. Donc, on l'a vu avec la frise, on l'a vu aussi, par exemple, avec d'autres méthodes d'animation de travail. Dans le cas des exemples que Manon a présentés, on a pu le faire aussi à partir de photolangage, qui peuvent permettre l'expression un peu sensible aussi de ce qui se passe, de ce qui a été vécu. On n'aura pas le temps de présenter tous les exemples. Non, mais excuse-moi si je sais Vas-y. pas si tu as Non, fini. vas-y. Moi, j'entends 2 choses dans votre question. Il y a la question des méthodes qui permettent de faciliter peut-être, la réflexivité chez les participants, et là, j'irai pas plus loin qu'Édouard. Mais il y a aussi les conditions qui permettent, de faciliter aussi, la réflexivité chez les participants, et du coup, on a beaucoup insisté là-dessus, et sur les conditions qui permettent aussi de se sentir, libre de s'exprimer. Après, il y a aussi beaucoup de travail d'animation et de relance, de questionnement, et cetera, pour aller un petit peu plus loin, dans les analyses, en s'appuyant sur, l'analyse, contraintes, ressources, régulation. Et par ailleurs, d'expérience, les travaux d'intercession qu'on a pu proposer sur le deuxième exemple, le centre interministériel, ça permet aussi aux participants, j'ai trouvé, de se sentir, comme ils font un travail individuel, ils font un travail préparatoire, et donc d'une part, ça favorise la réflexivité, et d'autre part, ça facilite aussi le fait de se sentir libre et seul face à sa situation et à l'analyse de cette situation-là. Ça permet de faciliter aussi et de soutenir l'approche réflexive, puisque individuellement, on choisit ensuite de ramener ce qu'on a envie de ramener au groupe. Et donc, on peut aussi faire le tri tout en restant réflexif.
de ce qu'on veut partager ou pas. Et donc, c'est pour ça que je me permets, je pense qu'il y a de la méthode, mais il y a aussi des conditions qui le permettent. Et parfois, de proposer un travail préparatoire, ça permet de faciliter aussi ça. Les exemples d'action, on va y venir Ouais. juste après. Ouais, juste après, on a pris un petit peu de retard. On a beaucoup à dire, c'est pour ça. Alors juste pour je réponds comme ça en même temps à la question de Jean-Michel sur, les services de santé au travail. Je les ai appelés, assez sauvagement acteurs de prévention. Alors c'est vrai que dans la fonction publique, ils sont souvent intégrés, enfin en tout cas dans les cas qu'on avait, ils sont intégrés à l'organisation. Donc ils ont été associés au comité de pilotage, heu et ou, aussi aux démarches d'intervention, d'animation, par exemple, ce que présentait Manon, l'assistant de prévention, voilà donc ça dépend aussi des contextes organisationnels, mais c'est vrai que les compétences, on va dire, des services de santé au travail, sont tout à fait, indispensables à associer, aussi parce qu'un certain nombre d'actions et des exemples d'actions, bah, sont liés, concrètement à nos actions de prévention, et que du coup, plus on est à parler de ces actions-là, le mieux c'est pour, les réaliser derrière. Donc on va prendre encore quelques minutes, pour présenter un peu la sortie, des exemples de mise en œuvre. Manon, vas-y. Hop. Du coup, je garde le même contexte, les 2 mêmes exemples, pour poursuivre sur les enseignements qu'on a pu tirer sur le télétravail d'une part, mais aussi sur, Édouard, je n'arrive pas à passer Pardon, vas-y. les slides. Donc le premier exemple, qui était la direction régionale, hem, je suis désolée, j'ai pas les slides. Ah, Je elles affichent. Ah, je elle a pas les slides. je peux Ça va. parler, mais Vas-y, vas-y, vas-y. je ne sais pas si je suis, coordonnée avec les slides. Donc sur la direction régionale, d'un ministère avec, environ 1 500 agents, ce qu'on a tiré comme enseignement sur le télétravail, c'est que la pratique du télétravail en tant que telle était appréciée, que ça permettait une meilleure conciliation des temps, personnels et professionnels. Une meilleure aussi efficacité avec moins d'interruptions et donc plus de temps pour se pencher un peu sur les dossiers, notamment les dossiers complexes. Pour autant, ça impacte l'ensemble des dimensions, du travail. D'abord, l'organisation du travail parce que ça nécessite un travail de réorganisation très important, qui est une charge de travail supplémentaire pour, notamment les encadrants et donc aussi une répartition des tâches télétravaillables et non télétravaillables. Ça veut dire aussi être en capacité de les identifier, et cetera. Il faut avoir le temps de pouvoir faire ça. Donc c'est un travail important et qui nécessite une grosse charge de travail. Un impact aussi sur, les pratiques managériales qui sont, différentes et il faut trouver un nouvel équilibre avec aussi d'autres éléments à prendre en considération et c'est pas sans lien avec, le travail de réorganisation, qui est nécessaire et qui incombe aux managers. Des effets sur les relations sociales et professionnelles puisque, là, on est sur une direction régionale avec un travail collectif très, très important sur les dossiers complexes avec des besoins d'expertise très, très fines. Et donc, avec une culture aussi du travail collectif important sur ces dossiers-là, notamment avec des échanges informels assez importants. Et donc, avec le télétravail et la distance, ça ne facilite pas forcément le travail collectif. Et donc, il faut aussi outiller ces temps-là à distance. Et c'est pas nécessairement simple à trouver comme équilibre. Le dernier impact, et pas des moindres, c'est aussi la question de l'équipement et de l'environnement de travail qui soutient aussi tout ça. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir identifier les outils qui permettent de soutenir le travail collectif à distance, sachant que dans cette direction régionale, là, en l'occurrence, on a une culture du numérique assez faible sur les outils de travail à distance. Et donc, ça veut dire être en capacité aussi de former les agents, de s'assurer que tout le monde arrive à prendre en main les outils, de pouvoir aussi les sélectionner en fonction des besoins, puisqu'en fonction des services et des activités, on a parfois des besoins qui peuvent varier.
Donc, et puis des besoins aussi liés à la sécurité des données qui font que ça pose un certain nombre de questions et donc un équilibre à trouver là-dessus. Donc sur le télétravail, ça nous a permis de tirer 5 grands thèmes de travail pour proposer des actions concrètes d'amélioration. Le premier thème de travail, c'est la question justement de l'équilibre entre le présentiel et le distanciel, mais aussi les activités télétravaillables et non télétravaillables, puisque dans ce cas-là, tout n'est pas nécessairement télétravaillable. Et donc au-delà de la mixité présentielle-distancielle, se pose aussi la question des activités télétravaillables ou pas, à répartir, etc. Pour éviter aussi le sentiment d'inéquité ou en tout cas une perception d'inégalité dans cette répartition-là. Le second thème, c'est la question de la cohésion d'équipe et du travail collectif et comment ça peut être soutenu d'une certaine manière pour garder aussi, malgré le distanciel, cette cohésion d'équipe, sachant que parfois, certains agents peuvent ne plus se croiser au bureau en fonction des jours de télétravail et donc ça pose un certain nombre de questions. Le troisième thème, c'est la question de la communication et de la transmission des informations pour éviter d'avoir des doublons de réunions nécessaires pour transmettre à l'ensemble des agents les mêmes informations, éviter d'être multicanal pour transmettre les informations et comment on s'accorde aussi sur comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on communique, par quel biais. Est-ce qu'on choisit plutôt la visioconférence? Est-ce qu'on choisit plutôt le mail? Si on a besoin d'échanger, par quel biais on passe, et cetera. Si je veux joindre mes collègues, est-ce qu'on a besoin d'identifier un créneau pour se joindre dans la journée où tout le monde serait capable d'être joignable à cette heure-là, et cetera. Quatrième thème, la question aussi de l'intégration des nouveaux agents avec ce nouveau mode d'organisation. Est-ce qu'on leur accorde le télétravail et à partir de quand? Comment on les accompagne aussi dans leur montée en compétences? Et du coup, est-ce qu'on met en place du tutorat, ce type de questions-là? Et le dernier thème, c'est la question de l'évolution des pratiques managériales, la question du suivi de l'activité, mais aussi l'importance de la confiance là-dedans et comment est-ce qu'on peut en discuter par ailleurs et comment on fait évoluer ça. Sans rentrer trop dans le détail, ça nous a permis de distinguer déjà un certain nombre d'actions concrètes par thème de travail. Donc sur la question de l'organisation du travail, par exemple, comme action, on a pu voir l'organisation des réunions d'équipe sur 2 réunions d'équipe sur le fonctionnement en télétravail et donc de pouvoir en discuter au niveau de l'équipe pour trouver un équilibre collectif. Le fait aussi d'identifier les tâches télétravaillables et non télétravaillables pour être plus à même de les répartir entre les télétravailleurs et les non télétravailleurs. La question de la cohésion d'équipe, on a par exemple l'organisation de temps d'échange collectif plus réguliers pour se permettre de se voir même quand on ne se croise pas au bureau, donc par visioconférence par exemple. Et puis, vous trouverez dans le support un certain nombre d'autres exemples d'actions par thématique. Et puis, sur le deuxième exemple qui est le centre interministériel, très rapidement, on est parti de situations comme l'organisation de réunions, comme l'organisation de formations, la question aussi des appels professionnels sur des temps personnels. Donc, on a pris un certain nombre de situations problématiques, ce qui a permis de soulever sensiblement le même type de questions et de problématiques à travailler, avec peut-être la différence avec la direction régionale, c'est que dans le centre interministériel, on a pu aussi, grâce aux situations liées au télétravail, remonter sur d'autres problématiques organisationnelles et donc faire ressortir une problématique plus générale avec un besoin de retour d'expérience plus régulier dans l'organisation de manière plus systématique pour faire remonter aussi plus facilement les problématiques, étant donné que il n'y a pas aujourd'hui, comme je le disais au départ, de représentants du personnel et donc les canaux de remontée des problématiques ne sont pas nécessairement visibles, d'une part, et les solutions apportées ne l'étaient pas forcément non plus. Et c'est les situations liées au télétravail qui ont permis d'élargir les échanges pour arriver à une problématique plus générale dans l'organisation et du coup de pouvoir la traiter avec
l'action proposée qui a été de pérenniser ces espaces de discussion pour que ce soit aussi des espaces participatifs pour les agents, pour faire remonter leurs problématiques plus générales qui sont liées au télétravail ou pas d'ailleurs. Et donc de communiquer aussi sur les travaux qui pourraient être réalisés dans le cadre de ces espaces de retour d'expérience pour donner à voir les solutions qui sont apportées par la suite par la direction. Pour finir rapidement, juste une phrase, Édouard, et après j'arrête. C'est important de vous donner à voir les actions, les enseignements qu'on peut tirer, puisque je trouve que dans le retour d'expérience, ce qu'on peut tirer un petit peu des 2 exemples qu'on vous donne, c'est qu'on apprend à 2 niveaux. Oui, on vient tirer des enseignements sur la problématique qui est ciblée à la base sur le retour d'expérience, et là, c'était le télétravail. Mais au-delà de ça, ce qu'on apprend aussi avec le retour d'expérience, c'est aussi une méthode de conduite de projet, de méthode participative pour faire remonter les problématiques, en tirer des enseignements. Donc toute cette méthode un peu participative, les apprentissages, ils ne sont pas uniquement tirés du retour d'expérience, mais de la méthode elle-même qui permet de cadrer, etc., avec un certain nombre d'éléments de conduite de projet aussi, avec des espaces de discussion de retour d'expérience. Merci Manon. Alors, on avait noté un certain nombre de questions, on va répondre rapidement. Merci pour ceux qui sont toujours là. Alors, peut-être pour répondre à plusieurs questions en même temps, on l'a vu dans les exemples qu'a proposé Manon. On a pu proposer, donc dès le début du cadrage, il était prévu effectivement que les participants aient un retour sur le suivi. Donc déjà, il y a les comptes rendus de chaque entretien, de chaque groupe, de chaque séquence de travail qui sont proposées et qui sont validées par les participants. Dans les résultats du REX, les résultats du REX, pour la question de Jean-Pierre, c'est aussi le plan d'action. Il est effectivement communiqué et proposé par la direction, parce que c'est à un moment donné la direction qui met en œuvre le plan d'action, une fois qu'il est constitué dans le cadre de la démarche projet. Donc les résultats, ils se traduisent à ce moment-là. Et c'est important de pouvoir aussi positionner les actions. Là, c'est vrai qu'on vous les présente de façon assez générique, à partir de l'exemple concret, mais voilà, organiser les réunions, etc. Ce qui est important, c'est que, comme on est parti de situations très concrètes vécues par les agents, qu'ils soient intra-service ou inter-service, c'est que les actions qu'on va identifier, elles soient adressées au bon niveau pour les mener. C'est-à-dire qu'organiser des réunions de service, ça ne se décide pas au niveau ministériel, ça se décide au niveau du service. Ou donc identifier pour chaque action à quel niveau, de quel niveau elle relève et de quel moyen a besoin ce niveau hiérarchique, ce niveau au sein des services, de quels moyens on a besoin pour réaliser cette action. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la subsidiarité dans ce cadre-là, c'est pouvoir identifier ce qui est réalisable aussi à son niveau et ce qui relève du niveau supérieur ou inférieur pour que ce soit le plus efficace possible. Et du coup, on vient un peu identifier ça, à la fois ça permet de traiter du local et ça permet aussi de partager et de capitaliser au niveau un peu plus large. Du coup, pour l'adapter aux petites structures, pour la question de Rémi, alors le cœur de la démarche autour de la mise en place d'espaces de discussion sur le travail, effectivement, ça peut s'adapter sans difficulté. La question que moi j'aurais envie de poser, c'est plus autour du cadrage. Dans les petites structures, on se connaît peut-être un peu plus. Donc l'enjeu de la parole et de la parole libérée, il est peut-être plus compliqué potentiellement à structurer. Donc il faudra bien être au clair sur qu'est-ce qu'on va se dire dans ces séquences-là, comment on participe, la base du volontariat, etc. Après, collectivement, peut-être dans les petites structures, ça dépend de ce qu'on appelle petite, mais voilà, la mise en place de discussions sur le travail est peut-être facilitée parce que justement, il n'y a pas besoin de mobiliser une grosse artillerie, on va dire, ou une grosse équipe. Mais effectivement, ça peut s'adapter en ayant bien en tête les spécificités liées à la taille. Il faut réduire la voilure sur certaines choses, mais il faut quand même cadrer un certain nombre de choses. Je reprends les questions. Maintenant, si tu en vois, si tu veux compléter, n'hésite pas. Et il y a la question de la possibilité d'envisager des groupes de travail qui mélangeraient agents encadrants, OS et administration.
pour que les points de vue et problématiques propres à chaque population soient exposés, partagés et discutés. C'est vrai que ce serait l'idéal. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ceci étant dit, j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup du contexte et de la possibilité aussi que l'expression soit possible. Et là-dessus, moi, personnellement, j'aurais un gros point d'interrogation. Hem, Pourquoi? Parce que ça peut empêcher, ça peut aussi, si c'est pas empêcher, limiter l'expression. Par ailleurs, et c'est ce qu'on a fait sur la direction régionale, c'est nous qui avons animé en tant que tiers, externe pour, faciliter aussi le libre cours, à la parole, des agents. Mais pour que, ça puisse être travaillé aussi en comité de pilotage et donc de façon, paritaire, il y a des comptes rendus systématiques des ateliers qui ont été, fournis, qui ont été anonymisés bien évidemment, avec un principe de confidentialité assez fort, qu'on a revalidé avant avec les agents et les encadrants qui participaient à ces groupes de travail, mais qui ont été donnés au comité de pilotage pour qu'ils puissent aussi, s'approprier les éléments qui ont été recueillis. Donc Mmh. ça peut être aussi un compromis et puis rien n'empêche de réaliser par ailleurs, des groupes de travail, de retour d'expérience sur le dialogue social, par exemple, et auquel cas ça veut dire solliciter les OS et la direction sur des groupes de travail aussi par ailleurs. En revanche, Ouais. mettre tout le monde autour de la table, ça peut être compliqué. Voilà, finalement, c'est dans le cadre de la démarche que tout le monde discute, mais pas forcément dans la même C'est pièce ou au ça. même moment. Mais c'est toute la démarche qui fait discuter, tout le monde. Mmh. Voilà, donc on a largement dépassé le temps, donc on va s'arrêter là. Merci pour vos questions et votre participation. Vous trouverez des ressources complémentaires, donc sur le site, de l'ANACT et sur le site, de, la plateforme, heu MGN Santé Travail-fp.fr, notamment d'autres cas ou d'autres présentations, d'approches, de la méthodologie et des situations qu'on a pu présenter. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Manon Merci Édouard. et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.